France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Mais de Vienne, il fallait que je revienne. Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris. Ce Paris qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes. C'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines. C'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête. Et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. C'est ça qui chante comme ça, Céline Alonso, c'est qui ça? Miss Tinguette, André Berkoff, la reine du music-hall, qui a participé, on peut le dire, à la légende du Moulin Rouge, qui fête cette année, André, ses 135 ans. Non mais il faut le dire d'abord, le Moulin Rouge, c'est non seulement une légende, mais c'est le seul music-hall qui reste music-hall à Paris. Alors il y a le Lido, il y a le Casino de Paris, il y a les Folies Bergères, mais elles font aussi des pièces de théâtre, beaucoup de choses. Vraiment, le Moulin Rouge et Paris est une fête, et Jacques Pessis vraiment a très bien fait de célébrer cette institution, 135 ans, vous l'avez dit. Et c'est vrai, et quand on se rappelle quand même, hein, je veux dire, allez, faisons la machine à remonter le temps. Toulouse-Lautrec, oui, hein, le Moulin Rouge, la Goulue, oui. Valentin des Ossés, et tout ça, fabuleux. Les débuts, là j'ai appris dans votre livre, Jacques, Jean Gabin, dans une revue, formidable, hein, je veux dire. Je sais, mais je ne sais pas. Le coup de foot d'Édith Piaf pour Yves Montand aussi, etc. Piaf, bien sûr. Et Ginger Rogers, Charles Trenet, La Fitzgerald, tout le monde, dans les années 30, tout le monde, dans la belle époque, venait au Moulin Rouge. C'était vraiment l'endroit, the place to be, comme on dit aujourd'hui, en patois russe. Le Moulin Rouge perpétue chaque soir, la même soirée d'ailleurs, féerie, on va en parler avec vous évidemment, hein, et avec Céline Alonso. Les publics qui est là, qui remplit, et c'est incroyable. Combien de personnes, Céline, sont venues Eh bien, à ce jour, c'est incroyable. Plus de 14 millions de personnes venues du monde entier ont vu cette revue qui s'appelle donc Féerie. Depuis sa création en 1999, eh bien, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour parler de ce lieu mythique avec le célèbre Jacques Pessis, journaliste et grand spécialiste de l'histoire du music-hall. Restez avec nous, on revient dans un instant. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'un des amours qui tourne tes ailes au ciel des beaux jours, moulin des amours. Alors moi je voudrais juste chanter une chanson d'Yves Montand. Qu'il fait beau chez vous, maître Jacques, qu'il fait beau dans votre moulin. Oui, c'est très joli. Merci André. Super, mais celui qu'on vient d'entendre, c'est bien entendu Georges Guettari, André Berkoff qui célèbre dans cette sublime chanson le Moulin Rouge. Figurez-vous que ce cabaret parisien a déployé pour la première fois ses ailes le 6 octobre 1889. Jacques Pessis, alors bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio, qui est aussi votre radio, faut la rappeler, puisque vous y animez les clés d'une vie du lundi au jeudi de 21h à 22h. Et aujourd'hui, eh bien, vous publiez au Cherche Midi Moulin Rouge, quand Paris est une fête, un très beau livre dans lequel vous racontez l'histoire de ce lieu de légende. Il est né exactement, en fait, un siècle après la prise de la Bastille. Oui, exactement, et il est né à peu près en même temps que la Tour Eiffel et à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Et le créateur, c'est Joseph Euler, qui était un génie. C'est lui qui a inventé le Paris Mutuel, c'est lui qui a créé l'Olympia, il a créé les montagnes russes, qui était le premier parc d'attractions de Paris, et il a eu l'idée de ramener à Montmartre les bourgeois pour les encanailler, et il a construit ce lieu en s'inspirant des moulins de Montmartre, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de moulins à Montmartre. Alors il y avait certains étaient transformés en cabaret parce que c'était la crise déjà économique, mais ce Moulin Rouge à tous les soirs, il y avait de vrais moulins à Montmartre. Il y avait une trentaine de moulins avec la farine, avec le pain qu'on fabriquait. Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous le racontez dans votre livre qu'au 19e, effectivement, c'est au temps où Montmartre était un village, effectivement, de campagne qui dominait toute la capitale. Exactement. C'est ça, ouais. Et il se trouve que le génie de Joseph Euler, associé à Charles Hitler, c'est de s'emparer du Jardin de Paris, qui était un lieu à Montmartre qui avait été
placé après l'exposition universelle et d'installer un petit cabaret, le Moulin Rouge, car c'était tout petit au début. Le Moulin Rouge, c'est Villette qui avait également créé les décors du Chat Noir, qui a créé... Ah oui, le Chat Noir d'Aristide Bruand. Exactement. Il a créé ce fameux moulin, ses ailes et ce meunier et cette meunière. Et ils ont commencé après à présenter tous les soirs à 22h un spectacle inédit qui s'est appelé le French Cancan. C'est la naissance du Moulin Rouge. Et ça s'est appelé dès le départ le French Cancan. Oui, en fait ça s'est appelé le quadrille naturaliste. L'histoire est la suivante. Ouais. Une femme qui s'appelle Céleste Mogador crée un jour cette danse. Cette danse part en Angleterre, le quadrille naturaliste, et comme c'est une danse qui fait du bruit et qu'elle est française, elle est rebaptisée French Cancan. Et ensuite, elle revient à Paris, et Joseph Euler a repéré à l'Élysée-Montmartre, qui est à l'époque un cabaret, une jeune fille qui danse le cancan comme personne, c'est Louise Weber la Goulue. Et elle s'appelle la Goulue parce qu'elle avale les verres en un instant. Ah oui, une grande alcoolo devant l'éternel. Voilà. Eh oui. Alors le moulin, il faut le rappeler parce qu'il a été inauguré en 1889, mais vraiment en grande pompe. Le tout Paris était là. C'était vraiment l'événement à ne pas rater à cette époque. C'était l'événement à ne pas rater pour les bourgeois de Neuilly qui s'encanaillaient, mais en même temps à côté il y avait les ouvriers qui venaient. Tout le monde se retrouvait au Moulin Rouge. Il y avait un bar. Pardon Jacques, c'est intéressant. Moi ça m'a posé question. Mais les ouvriers avaient la possibilité parce qu'aujourd'hui ça coûte cher. Mais ça coûtait pas cher à l'époque. Il y avait un bar, il y avait le jardin de Paris où les enfants se promenaient l'après-midi, et il y avait un éléphant qui était une salle de spectacle. Il avait été récupéré par Charles Hitler après l'exposition universelle et transformé en une salle de spectacle avec un escalier. Ça avait coûté une fortune, où se produisait Yvette Guilbert et un personnage extraordinaire qui faisait rire tout le monde, qui était le pétomane. Le pétomane, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et il y avait, on venait voir ça, on riait, et après, eh bien, les bourgeois allaient autour de la piste voir le cancan et applaudir le cancan. Alors je dirais pour ceux qui ne savent pas encore ça que le pétomane, c'est celui qui chante en faisant des flatulences. Ce sont ces flatulences qui font la mélodie. Et c'est bien ça. Exactement, il jouait la Marseillaise avec ses fesses, en gros. Et oui, et avant l'entrée en scène des fameuses cancaneuses, et ben voilà ce que l'orchestre jouait, ces quelques notes d'opérette d'Offenbach. Écoutez. Alors là, auditeur, Céline a mis sa petite robe. Elle est en train de frétiller des gambettes sur la table. On sent que ça va s'effondrer. Et je vous assure, on contrôle la situation. Et oui, ce fameux galop infernal d'Orphée aux enfers, Jacques Pessis. 8 minutes. Ouais. 8 minutes de danse, et pour celles qui répétaient, c'était presque un calvaire. Et il fallait travailler, il y avait une sélection drastique, et la Goulue est entrée comme ça, comme reine du cancan, en arrivant sur scène, Louise Weber, accompagnée d'un certain Joseph Renaudin, qui est devenu Valentin le Désossé, personnage étrange, fils de notaire dont on ne savait rien, qui ne demandait pas d'argent, et qui faisait danser tous les soirs au Moulin Rouge. Pourquoi le Désossé? Parce qu'il se désossait en dansant, tellement il était extraordinaire. Ah ouais, il est très agile. Totalement. Et un jour, il a disparu sans laisser de trace en arrêtant le Moulin Rouge. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et il se trouve que les messieurs en chapeau venaient, s'approchaient des danseuses, et la danseuse levait la jambe et faisait sauter le chapeau. Oui. Et il y avait quelqu'un qui criait voilà le cancan. C'était Toulouse-Lautrec, qui habitait le quartier, qui s'installait au premier rang, qui avait son absinthe et qui dessinait des croquis. Et c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui les traces de ce cancan, grâce aux illustrations qu'il a réalisées. Et oui, il était effectivement, vous le racontez, il était vraiment fasciné par la Goulue, par sa force, par son bagou. Ah, il l'adorait, c'était son idole et c'était réciproque. Elle venait de temps en temps lui donner un baiser et elle disait qu'il avait des lèvres en rebord de baignoire, parce qu'elle avait un langage très, très fourni. C'est assez joli. Et quand elle a quitté le Moulin Rouge, parce qu'un jour elle est partie, il l'a soutenue jusqu'au bout, il a eu beaucoup de difficultés. Il a créé pour elle des illustrations dans une petite cabane à la Foire du Trône où elle faisait un numéro de cirque. Et ces illustrations sont devenues aujourd'hui des toiles qui sont estimées à 34 millions de dollars aux États-Unis. Ah oui. Oui, parce qu'il a fait énormément de dessins du Moulin Rouge, des danseuses, tout Mais cela. tout ça, il a fait une série de dessins qui sont considérés comme des classiques dans le monde entier, ce que personne n'imaginait à Oui, l'époque. qui sont aujourd'hui, qui font partie des œuvres les plus chères au monde, surtout ces œuvres de la Goulue. Juste un mot, il y en Elles a sont beaucoup sublimes. à Albi, au musée Toulouse-Lautrec. Exactement. Et à Orsay aussi, Moulin à Paris. Rouge, Ouais. Bien sûr. Ouais. Et c'est l'histoire du Moulin Rouge. C'est-à-dire le cancan et Toulouse-Lautrec et la Goulue ont fait l'histoire du Moulin Rouge au début et ont été les rois de Paris. Car à l'époque,
on venait du monde entier déjà pour applaudir les danseuses. Vraiment, du monde entier. Bien sûr. Même à l'époque. Ouais. Mais Paris était Paris était la ville lumière. Donc on venait. Eh oui, Paris était vraiment la capitale du rêve. Et pour revenir à la Goulue et à Toulouse-Lautrec, elle l'a surnommé le petit homme touffu, et elle disait de lui: quand je vois mon cul dans ses peintures, je le trouve beau. Elle avait beaucoup d'humour. La Goulue est un personnage extraordinaire qui a d'ailleurs commencé à écrire ses mémoires. Il y a eu 8 pages d'écrits d'une écriture minuscule. Malheureusement, elle a un jour pensé qu'elle pouvait se débrouiller toute seule. Elle a créé cette baraque foraine. Elle a eu des hommes qui l'ont ruinée et elle est morte dans la misère. Et la légende prétend que un soir, Mistinguett voit arriver une vieille femme édentée qui vend des allumettes et qui dit: je suis la Goulue, à la sortie du Moulin Rouge. Incroyable. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est la légende. Alors justement, arrivons à Mistinguett et à toute cette époque. Alors autre star du cancan, surtout, il y avait Jeanne Avril, dont l'exubérance à la scène lui a valu, elle, le surnom de Jeanne la Folle. Mais à l'époque, on attribuait vraiment à toutes ces danseuses des surnoms vraiment hauts en couleur. Vous les citez dans votre livre: Grille d'égout, Môme Fromage, Sauterelle, Nini Patte en l'air. Pourquoi ces prénoms? Mais il y avait toujours une raison. C'est-à-dire, Grille d'égout, c'est parce qu'elle avait les dents écartées. Et aujourd'hui, on dit les dents du bonheur. Exactement. À l'époque, on disait grille d'égout. Voilà. Pas mal. Quand je vais voir une fille comme ça, je vais lui dire: ah, salut la grille d'égout. C'est pas mal, ça. Ouais. Donc, et c'est vrai que chaque fois, ça faisait partie du vocabulaire du Moulin Rouge. Ah oui, mais leur surnom, leur joupon de 12 mètres de tour, leur bas noir, leur figure transgressive, irrévérencieuse, leur ont vraiment valu les foudres du clergé à l'époque. Oui, mais c'était l'irrévérence absolue, et en même temps, c'était les ancêtres du féminisme, car n'oublions pas que le Moulin Rouge est le palais de la femme depuis ses débuts, et que celles qui ont défendu la femme avant tout, ce sont les danseuses du Moulin Rouge et les patrons du Moulin Rouge dès 1889, bien avant les mouvements. C'était les Alain Bernardin de l'époque. Alain Bernardin. Saloon des décennies plus tard. Bien sûr, mais c'était surtout des hommes d'affaires qui avaient compris qu'il fallait faire rêver le public avec des femmes, mais surtout en respectant les femmes, car toutes ces femmes étaient respectées. En plus, il n'y avait pas de droit d'auteur ou d'argent après. Quand elles quittaient le cancan, c'était dramatique. Certaines ont fini dans une loge de concierge sans un sou, parce que il n'y avait pas de protection sociale. Il n'y avait ni protection, ni retraite, ni indemnité, ni rien du tout. Et elles dansaient la plupart pour le plaisir. Eh oui, en tout cas, ce cancan à l'époque, on peut dire, a vraiment pulvérisé tous les tabous. C'est impressionnant ce qu'elles ont fait, ces femmes. C'est étonnant. Et en même temps, ça a traversé les époques, car le cancan est toujours d'actualité. Et dans Féerie, il y a toujours un cancan tous les soirs. Alors parlons à présent de celle qui fut la première diva du Moulin Rouge, puis celle du tout Paris, à savoir Yvette Guilbert. Écoutons l'un de ses plus grands succès qui date de 1927. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Faut dire que c'est extraordinaire, c'est la première chanson transgenre. Exactement. De l'histoire de la chanson française. Faut le rappeler. Exactement. Parce que Madame Arthur, justement, racontait, Jacques, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que finalement, elle arrive au Moulin Rouge, elle ne connaît personne, elle est repérée, elle est dans la misère, Yvette Guilbert. Elle porte des gants noirs à la scène parce que le noir, ça salit moins vite que le blanc, alors que tout le monde porte des gants blancs, et donc elle fait des économies. Et elle devient... Elle est très modeste, très pauvre. Mais très pauvre. Elle a créé un personnage, Nurse Valérie. Elle a sa chance au Moulin Rouge par Charles Zidler qui croit en elle. Et du jour au lendemain, le tout Paris et les écrivains, à commencer par Edmond de Goncourt, vont la repérer et ses chansons vont devenir justement cultes. Pour les raisons que vous venez d'expliquer. Et oui, elle a révolutionné vraiment la chanson française à l'époque, c'est clair. Le fiacre. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, ces chansons sont restées alors qu'on a totalement oublié Yvette Guilbert, qui se produisait au départ dans la salle de l'éléphant, dans la petite salle où il y a au-dessus de l'éléphant. C'est là où elle passait, mais c'était plein tous les soirs. Et ensuite, elle a fait le tour du monde avant de se reconvertir dans la comédie. Et oui, mais il faut le dire quand même, elle a quand même eu beaucoup de mal à imposer son style. Au début, c'était difficile pour elle. Personne n'en voulait. C'était novateur, comme le dit André. Une femme qui chante une chanson transgenre en 1900, c'est pas vraiment d'actualité. Et oui, cette fameuse chanson, Barbara l'a reprise à une époque aussi. Beaucoup d'artistes. Énormément de chanteurs. Mais Barbara a débuté en Belgique sans le sou dans un petit cabaret en reprenant les chansons de cette époque. Oui, impressionnant. Exact. En tout cas, au-delà des cancaneuses, de nombreux artistes ont défilé au Moulin Rouge, des chansonniers, des acrobates et autres saltimbanques. Jacques Pessis, ils se sont
produit donc jusqu'à ce qu'un incendie ravage les lieux le 27 février 1915. Comment va-t-il renaître de ses cendres 7 ans plus tard? On va tout vous raconter dans un instant sur Sud Radio. À tout le monde. Et oui, ça c'est Paris, cette chanson mythique André Berkoff de Mistinguett a donné son titre à la revue du Moulin Rouge qui a débuté le 21 décembre 1926, donc avec cette reine du music hall. 2 ans auparavant, Jacques Pessy, c'est bien le Moulin Rouge avait été incendié, ravagé par un incendie plutôt. Excusez-moi. À qui doit-on cette renaissance? Alors, un éditeur qui s'appelle Francis Salabert récupère les lieux. Il n'y a plus rien. Le Moulin Rouge est totalement incendié. Il n'y a plus que des ruines. Il n'y a plus que des ruines parce que bon, il y a eu l'incendie, la guerre derrière, donc c'est fini. Et donc il a l'idée de reconstruire le Moulin Rouge et il fait appel à Jacques Charles. Jacques Charles, c'est un homme extraordinaire qui est un ancien journaliste et qui a créé des revues au Casino de Paris. C'est lui qui a inventé le grand escalier du Casino de Paris en 1917 en créant le Casino de Paris. Et il se trouve que Jacques Charles accepte de prendre la direction artistique du Moulin Rouge. On reconstruit le lieu. Alors, il faut savoir que le Moulin Rouge, le premier Moulin Rouge, était un lieu tout petit et que là, on l'agrandit. On l'agrandit, on met une salle à côté et on sait aujourd'hui... 1926, c'est ça 1923. 23, oui, d'accord. Et donc, on crée une première revue. Jacques Charles ayant des contacts à New York, ça devient New York Montmartre avec les Hoffman Girls qui sont une troupe de danseuses célèbres à New York. Et Mistinguett, qui a déjà triomphé au Casino de Paris, voit ça et comme elle a le sens du marketing et qu'elle est toujours en avance sur son temps, elle se dit c'est là qu'il faut que je sois. Seulement elle est fâchée avec Jacques Charles depuis des années. Donc on va organiser une fausse réconciliation comme si rien ne s'était passé parce qu'elle était de faux cul de première et donc elle va arriver au Moulin Rouge avec un titre de directrice artistique en imposant tout ce qu'elle voulait, avec des girls qu'elle choisit, avec un travail insensé. Parce qu'il faut savoir que Mistinguett travaillait 15 heures par jour pendant les répétitions et que les danseuses devaient suivre. Il y avait la revue des Godillots. Elle avait la mainmise, elle avait la maîtrise de tout. Mais les filles, la revue des Godillots, elles plaçaient toutes les chaussures devant elles. S'il y en avait une qui était pas aussi propre qu'elle le souhaitait, on y repartait. C'était extraordinaire. Chaque fille était soumise au même traitement et Mistinguett regardait partout. Il y avait les boys aussi qui devaient aussi la suivre en permanence. Les boys. Voilà. Et donc elle décide de créer une revue et ça va être une revue extraordinaire comme on n'en a jamais vu à Paris puisqu'on va leur donner les moyens à Jacques Charles et à Mistinguett de créer une revue digne de Broadway. Et oui, à l'époque, elle a plus de 50 ans et elle a une sacrée énergie sur scène, Jacques Pessy. Oui, elle a plus de 50 ans, elle s'appelle Jeanne Bourgeois et régulièrement, elle va à Enghien où elle est née, à la mairie, elle demande une fiche d'état civil de Jeanne Bourgeois, elle prend une autre Jeanne Bourgeois qui a 20 ans de moins, elle dit regardez, j'ai 30 ans et pas 50 ans. Et oui, en 1928, eh bien, elle triomphe dans la revue Paris qui tourne. À ses côtés, un jeune homme fait ses débuts dans le music hall et ensemble, ils chantent ce duo. Il y a des gens pour être heureux qui leur en font des choses. Quand ils n'ont pas tout pour eux, alors les blâmes en rose. Leur peau délicate en soie, des perles, ma chère. Ils mangent comme des rois sans y mettre les doigts, leur moule marinière. Et qui est ce type qui chante cette fameuse Java de Doudoune? Eh bien, c'est Jean Gabin, André Berkoff. Comment il avait été auditionné par ce rôle? Il était totalement débutant. Alors, il débutait, il était figurant aux Folies Bergères parce que son père, qui était compère, c'était animateur aux Folies Bergères, l'avait un jour emmené alors que Jean Gabin n'avait qu'un rêve, c'était conduire des locomotives. Et donc, il était devenu figurant aux Folies Bergères et puis, il s'est pris au jeu et il passe une audition au Moulin Rouge. Il avait 20 ans, quoi. Il était tout jeune, oui, 20 ans. Et Mistinguett flash parce qu'il ressemble à Maurice Chevalier, son grand amour qu'elle a perdu et qu'elle regrettera toute sa vie. Donc elle l'engage, non seulement elle l'engage, mais elle le fait augmenter, ce qui pour Mistinguett est une performance, puisque pour elle, les pépettes, c'était des économies en permanence. Et donc elle va lancer Jean Gabin dans cette Java de Doudoune, et quelques temps plus tard, Jean Gabin, repéré par un producteur, Adolphe Osso, accepte de faire du cinéma, dans Chacun sa chance, mais comme ça, un film parce qu'il faut de l'argent, sans imaginer qu'il va faire carrière derrière. Pas du tout à faire une carrière au cinéma. Il était à l'époque, il vivait avec Gaby Basset, une jeune femme qui m'a raconté un jour qu'ils n'avaient même pas de quoi acheter des œufs pour manger. Donc le cinéma l'a sauvé. Et puis la suite a été quelque chose d'important. Et oui. Et à l'époque, donc on est au début des années 30, cette fameuse revue Paris qui tourne. Plusieurs revues à Broadway s'en sont inspirées. Vous dites Paris, c'est vraiment la reine du monde. Alors d'abord les décors, ces années-là, les décors étaient extraordinaires. Il y avait un faux incendie. Enfin, on peut pas imaginer ça aujourd'hui. Il y avait un grand orchestre sur scène.
scène, il y avait des boys de tous les côtés, c'était des spectacles avec 60 personnes sur scène tous les soirs. Mais à l'époque, il n'y avait pas les charges, il n'y avait pas la télévision, et on circulait dans Paris sans problème. Donc on venait voir ces spectacles. Et plusieurs fois, des gens de Broadway sont venus, et Jacques Charles, qui avait des liens avec la Paramount, a donné son accord. Et quand on voit les premières revues de Broadway en 1930, c'est exactement la copie de la revue Paris qui tourne au Moulin Rouge. Broadway a copié Paris, comme nous aujourd'hui on copie Broadway. Exactement. Ça avait commencé avec les Folies Bergères, avec Ziegfeld, et ça a continué avec le Moulin Rouge. Et vraiment, ça a été le symbole. D'ailleurs, Miss Tinguette a fait une tournée aux États-Unis, très connue. D'ailleurs, comme elle était une reine de la publicité, chaque fois qu'elle partait en tournée, elle annonçait un mariage qui n'avait jamais lieu. Ce qui lui faisait de la pub. Génial. Alors Miss Tinguette fera au Moulin Rouge 3 revues avant de faire ses adieux en 1929. Après son départ, on peut dire que le public n'est plus au rendez-vous, Jacques Pessis. C'est-à-dire qu'elle avait quelques problèmes avec la direction, elle n'en pouvait plus, il y avait des heures, donc elle décide de s'en aller du jour au lendemain. Et les revues ne marchent plus. Et c'est l'époque du cinéma parlant qui arrive. Et c'est vrai que tous les musicals à l'époque ont été transformés en cinéma. Ça a commencé avec Jacques Haïk à l'Olympia, qui a repris l'Olympia, qui en a fait un cinéma jusqu'à l'arrivée de Bruno Guéry. C'était l'arrivée du parlant. Exactement. 29-30, et donc on a décidé de transformer le Moulin Rouge en cinéma parlant. Alors il y avait des attractions, mais uniquement à l'entracte, à la place de la pub. Et il y avait des films. Le premier film, ça a été sur le toit de Paris, film mythique. Et on ne peut pas imaginer. Premier film français parlant. Parlant, qui était projeté au Moulin Rouge en avant-première. Et ce qu'on n'imagine pas aujourd'hui, c'est qu'un film au Moulin Rouge pouvait rester 1 an à l'affiche. Le Roi des resquilleurs avec Georges Milton est resté de 1931 à 1932 à l'affiche. Et ensuite, tous les grands films passaient au Moulin Rouge et le public venait. Et oui, et effectivement, sous les toits de Paris, Albert Préjean jouait le rôle principal et il était l'interprète de cette chanson. Sous les toits de Paris, même quand le ciel est gris, il y a toujours quelque chose qui nous unit. Nous sommes seuls ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Albert Préjean sous les toits de Paris, film de René Clair. Hein. Oui, film de René Clair. Et son fils, c'est Patrick Préjean, qui continue à triompher au théâtre à Paris. Il faut savoir que le cinéma parlant est né parce que Al Johnson, avec le chanteur de jazz, a ouvert la voie. Et l'Amérique a découvert aussi Maurice Chevalier. Car on oublie que Maurice Chevalier, en 1928, a eu une proposition pour tourner un film à Broadway. Il est resté 7 ans. Il a fait des triomphes sans précédent. Il est devenu l'artiste le plus imité et le plus riche d'Hollywood dans les années 30. Ouais, c'est fou ça. Oui, on l'oublie. Ah oui, il a eu une carrière extraordinaire. Incroyable. Ah oui. Vous qui êtes un cinéphile, André Berkoff, beaucoup de films, effectivement, ont mis en scène ce Moulin Rouge. Énormément, et de très grands films. Parce que, rappelez-vous, vraiment, et vous pouvez les revoir, hein, ils sont tous dans les archives, que ce soit Netflix ou autre. Si vous avez des streamings un peu partout, précipitez-vous et voyez le French Cancan de Jean Noir. Oui, avec Jean Gabin. Avec Jean Gabin. Alors, qui est vraiment inspiré de l'histoire du Moulin Rouge et de la Goulue. C'est-à-dire qu'il y a une jeune blanchisseuse de 16 ans dont le directeur tombe amoureux, c'était la Goulue. Parce que la Goulue avait commencé comme blanchisseuse à 16 ans avant de triompher. Et dans ce film, il manquait une chanson et c'est comme ça que Jean Renoir et Georges Van Paris ont écrit La complainte de la butte. On trouvait Cora Vauquer qui chante la chanson. Parce que celle qui devait interpréter la chanson était la maîtresse du producteur et elle était italienne et elle chantait pas vraiment bien. Ah oui, même si elle était maîtresse du producteur, ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Et oui. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Exactement. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie mon chagrin. Magnifique chanson. Et après, attendez, John Huston, qui a donné un coup de projecteur sur. C'est un autre avec José Ferrer. Toulouse-Lautrec. Qui pour jouer Toulouse-Lautrec était à genoux avec les genoux attachés, les chevilles attachées pour pouvoir se déplacer. Ce qu'il y a eu quelques ennuis. C'est extraordinaire. Parce qu'il c'était un nain, Toulouse-Lautrec. Il était tout petit. Et après, alors juste rapidement, Cancan avec Shirley MacLaine, Frank Sinatra et Maurice Chevalier. Exactement. Ils sont entendus, Chevalier et Sinatra. Mais aucun problème, ils étaient très amis. Ça a été des 2 stars d'Hollywood et il n'y avait pas de problème à l'époque. Enfin, en apparence. Mais c'est après.
Le Moulin Rouge de Baz Luhrmann, que moi j'ai bien aimé. Beaucoup de gens ont détesté. Je trouve, il est intéressant, il est spécial. Hein, il Baz est adapté Luhrmann. à l'ère du temps. Nicole Kidman est fabuleuse dedans. Ouais. C'est autre chose. C'est une modernité du Moulin Rouge. Mais il faut savoir que le Moulin Rouge, dans le monde entier, est encore connu. À New York, on connaît le Moulin Rouge par cœur. Le Moulin Rouge aujourd'hui, ce sont 1600 personnes qui viennent tous les soirs. Ouais, c'est beaucoup plus que impressionnant, tous les hein. théâtres. Et la majorité, ce sont des étrangers. Il y a quelques Et il y Parisiens. a 2 shows par jour, hein, Deux c'est bien shows. ça. Un show à 21h, où on peut dîner avant, et ensuite un second spectacle où l'on boit un verre dès la fin du premier. Et c'est vraiment un ballet justement en coulisses pour que le public sorte et entre ensuite. Alors Ah ouais, revenons à l'histoire, parce qu'à partir de 1937, le Moulin Rouge va renouer avec la tradition des spectacles donc prestigieux et de revues. Qui en est à l'origine? Est-ce que le cinéma a fermé? Comment ça s'est Le passé cinéma exactement? a continué, Ouais. mais les dirigeants ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Et le patron de Tabarin, qui était un autre cabaret mythique à Paris, a décidé qu'il fallait reprendre quelques spectacles au Moulin Rouge. Et le point de départ, c'est l'exposition universelle, où l'on attend Duke Ellington et Harlem. Et il va avoir l'idée de faire venir, de C'est en détourner... quelle année c'est? 37. 37, ouais. 37. Ouais. Et il fait venir Duke Ellington, et ça fait un tabac. Et le Moulin Rouge, L'un ensuite... des plus grands jazzmen de tous les temps. Oui, qui avait... Duke Ellington. Et donc il vient à Paris, et c'est un événement, le Cotton Club à Paris, au Moulin Rouge, ça affiche complet. Et il y a aussi Cap Calloway, avec lui, ouais. et Ray Ventura. Et ouais. Ray Ventura, qui est l'inventeur du jazz français avec les chansons de Paul Misraki, se produit au Moulin Rouge également et fait un triomphe avec ses collégiens. Avec Eh Ray oui. Ventura et les collégiens. Dont un il y certain aura- Sacha Distel, le neveu, plus tard. Plus tard, Ouais. parce que Sacha Distel est le neveu de Ray Ventura, ouais. et va débuter à 4 ans en jouant avec un faux harmonica dans un théâtre parisien sur les Champs-Élysées. Donc Eh oui. c'est resté un music hall quand même, le Moulin Rouge là. À cette époque, oui. Ouais. Ouais. Et Miss Tinguette est revenu. Alors Miss Tinguette est revenue Ouais. juste avant la guerre, en 1939, pour une dernière revue de chansons. Elle était déjà vieille, mais elle dansait comme personne. C'est-à-dire qu'elle a, jusqu'au bout, Miss Tinguette avait une forme incroyable. Quand on pense qu'on est en 1939 et qu'elle a débuté au Moulin Rouge en 1909 avec la valse chaloupée, qui est une danse qui avait été créée pour l'occasion avec Max Derly, le roi des fantaisistes. Et la valse chaloupée, c'est aussi un tableau qui a fait le tour du monde. Et elle a tenu toutes ces années et avec Elle une... dansait le valse chaloupé en 39. Non, Oh, mais non, quand même pas. mais elle dansait avec ses boys, et ses boys la soulevaient sans problème, et elle tournait avec ses boys. Et alors oui. qu'est-ce qui se passe pendant la guerre, Eh oui, l'occupation, etc. On le arrive à la cabaret guerre, est resté l'occupation. ouvert. Alors, Ouais. c'est assez complexe, car à l'inverse de beaucoup d'autres cabarets, l'occupant n'est pas venu beaucoup au Moulin Rouge. On Ah a bon créé... Non, Comment ça, c'est mais en fait, Parce il y a... qu'ils adoraient fréquenter Oui, les mais il se les trouve que cabarets de c'était, Paris. Ouais. et je me suis beaucoup renseigné là-dessus parce qu'on s'interrogeait. Ouais. Alors le cinéma continuait avec des projections, et à côté, il se trouve qu'ils avaient eu l'idée de créer un petit cabaret qui s'appelait le Robinson. Pourquoi le Robinson? Parce que c'est un hommage à Bill Robinson, qui a été l'inventeur des claquettes aux États-Unis. D'accord. Donc c'était le côté américain. Les Allemands s'en sont pas rendus compte, et il y avait quelques mini-revues tous les soirs. Alors de temps en temps, il y avait un uniforme vert, Oui, mais très peu. En fait, c'était les Parisiens qui venaient, et c'était des mini-spectacles jusqu'en 44. Donc, finalement, à l'inverse des Folies Bergères, où les nazis étaient là tous les soirs par Eh oui, dizaines, oui. eh bien, le Moulin Rouge a échappé à tout ça. Et oui, et en 44, dès le 12 août, eh bien, Édith Piaf est à l'affiche de nombreux spectacles, Jacques Pessis. Alors, il se trouve qu'on propose un contrat à Édith Piaf au lendemain de la libération de Paris. Et elle dit, le Moulin Rouge, ça m'intéresse. Et elle vient, et en première partie, on lui, parce qu'elle est déjà une star, elle a continué à chanter. connue, Elle oui, est archi très connue, connue. c'est une star. On lui propose un jeune débutant, Yves Montand. Elle n'en veut absolument pas. Qu'elle ne connaissait pas du tout. Pas du tout, non, elle ne connaissait pas. 44, oui. En 44, il débute. En plus, lui, il a travaillé discrètement à Paris en 43 pour échapper au chantier de jeunesse. Donc, il débute, et elle ne veut pas entendre parler de ce comique à pointe d'ail, comme elle l'appelle. Et Montand ne veut pas en entendre parler parce qu'il l'appelle la broyeuse de cafards. Et puis, il y a une On sent que c'est le grand amour, là. Hein. il y a une audition, mais le coup de foudre réciproque est immédiat.
Et Montand va tout apprendre grâce à Piaf. À l'époque, il chante des chansons de cow-boy. Elle lui dit enlève tout ça, arrête tout ça. Elle l'a habillé, elle lui a trouvé un répertoire. Et Montand a toujours dit que s'il a été une star, il a gagné beaucoup de temps grâce à Édith Piaf. Et le duo, ce sont 2 ans d'amour. Et un jour, elle décide de rompre parce qu'elle dit on ne peut pas garder son soleil toute sa vie. C'est joli. Et elle va lui trouver un rôle. Elle dit j'ai un cadeau de rupture pour toi. J'ai appelé de Marcel Carnet. Il va t'engager dans un film Les Portes de la nuit. Oui, le film qui n'a pas marché, que le public, que les critiques appelaient Les Portes de l'ennui. Mais il se trouve dans ce film, il y a une chanson, Les Feuilles mortes, que Montand va mettre à son répertoire. Pendant 4 ans, ça n'a pas marché et brusquement, ça devient un succès mondial. Paroles de Jacques Prévert, musique de Joseph Cosma. Exactement. Et dans les années 50, donc toutes les plus grandes stars du musical, notamment Becker, sera au Moulin Rouge. Tout le monde, Charles Trenet, Lynn Renaud, tout le monde passe. Aznavour débutant. Le directeur artistique, c'est André Pousse. Qui a été le fameux qui a été au coureur cycliste, qui a ensuite été l'amant de Piaf, qui est devenu agent et directeur artistique du Moulin Rouge sous la direction de Jo France, qui était le créateur du bal à Jo. Et Jo France s'associe avec Jean Baucher, qui était un ancien acrobate, qui était un génie du musical, qui a créé ensuite un casino à Marrakech. Et puis c'est ensuite en 1960 que arrive la famille Cléricault, famille très célèbre puisqu'il y avait déjà le Lido, et qui avec Jean Baucher vont créer le nouveau Moulin Rouge. Et c'est là où les Cléricaux arrivent. Ils sont toujours les patrons du Moulin Rouge. Troisième génération. Et c'est eux qui ont donc eu l'idée de faire ces fameuses revues, donc spectacles autour d'un dîner. Alors c'est justement l'idée du dîner-spectacle est née en 1960 avec Jackie Cléricault, qui est le fils d'un des Cléricaux, Joseph Cléricault, qui est au Moulin Rouge. Parce qu'avant on ne dînait pas. On ne dînait pas. Il a fallu tout construire. Il a fallu construire la salle, il a fallu construire les cuisines, et c'est devenu un dîner-spectacle. Ça a gentiment marché au début, et il a repéré en arrivant Jackie Cléricault une danseuse, Doris Haug, qui était une maîtresse de ballet. Il l'a engagée, et c'est devenu Miss Doris, qui a réglé jusqu'à sa mort toutes les revues du Moulin Rouge. Et la première revue s'appelait Cancan, ça a marché gentiment, mais ensuite il y a eu Froufrou. Et comme ça a marché, Jackie Cléricault a décidé que désormais toutes les revues commenceraient par la lettre F. Eh oui, ça devait être un grand superstitieux, effectivement. D'où Féerie. Moi, j'étais à la première de Serait encore. Vous voulez dire, ça fait 25 ans oui, mais ça désemplit pas tous les soirs. La même revue avec une Jean-Jacques Cléricault, qui a repris les rênes du Moulin Rouge, a changé beaucoup de choses dans la technique, sur le plateau, mais la revue reste la même. On a amélioré la restauration aujourd'hui, puisque c'est devenu une restauration exceptionnelle, mais on a gardé absolument tout ce qui existait dans la revue en bouleversant quelques numéros. Et oui, on va en parler justement en détail dans un instant sur Sud Radio, ce spectacle qui réunit une 60aine de danseurs et qui a été vu par plus de 14 millions de personnes. À tout de suite, on vous dit tout sur Sud Radio dans la culture dans tous ses états. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Céline. Et oui, la revue culte du Moulin Rouge, André Berkoff, qui bat tous les records d'affluence depuis ses débuts le 23 décembre 1999. Il y était le 23 décembre. Racontez-nous cette soirée, Jacques. À l'époque, c'était une soirée de première. Il y avait le Tout Paris. Il y avait aussi à l'époque beaucoup de stars étrangères qui venaient au Moulin Rouge dans les années 80-90. Et c'était une revue. À chaque fois qu'il y avait une revue, il y avait le Tout Paris qui était là. Et ça durait après 5-6 ans, une revue. Mais là, personne n'imaginait que 25 ans après, elle serait toujours là. Ah oui, mais les tableaux évoluent, j'imagine. Alors les tableaux évoluent parce que d'abord les danseuses chantent, elles ont une durée de vie limitée au Moulin Rouge et elles travaillent énormément. C'est être danseuse au Moulin Rouge. D'abord il y a une sélection qui se passe chaque année avec Jeannette qui est la maîtresse de ballet qui part dans le monde entier choisir les danseuses et beaucoup viennent d'Australie.
C'est un vivier de danseuses. Oui, parce que les kangourous, c'est un très bon modèle. Il y a quand même quelques Françaises. Il y a bien sûr des Françaises, il y a des Australiennes, c'est un mélange total. Et lorsqu'elles arrivent à Paris, ces filles qui ont 17 ans, elles sont logées par le Moulin Rouge dans des appartements pendant 6 mois pour apprendre le français, pour s'initier. Elles sont aidées par les autres et puis ensuite elles prennent des cours régulièrement. Car contrairement à ce qui se passait avant, on assure leur reconversion. Elles ont droit à une sorte d'école pour le jour où elles ne sont plus danseuses au Moulin Rouge, en profiter. Il y a aussi un changement, c'est qu'elles font quelquefois 2 spectacles par jour, ce qui est énorme, 7 jours sur 7. Parce que 7 jours sur 7. Le Moulin Rouge. Il n'y a pas un jour de relâche. Non, il n'y a pas un jour de relâche. Il y a eu juste une relâche, un jour de grève en 1936. Vous voyez, c'est Front populaire. Exactement. Front populaire. Et ces danseuses travaillent énormément. Il fut un temps où elles se retrouvaient le soir à 3h du matin pour dîner dans le restaurant. Non, là, elles rentrent chez elles, et elles se reposent parce que le travail est étonnant. Quand elles doivent apprendre le cancan, c'est 1 mois d'affilée, 3 heures par jour pour apprendre les pas du cancan, pour apprendre à se plier, pour apprendre à sauter. C'est extraordinaire. On n'imagine pas le travail que représente le cancan pour une danseuse du Moulin Rouge. Eh oui. Et en 25 ans, alors, comment le spectacle a évolué grâce à la technologie? Alors d'abord, Jean-Jacques Cléricault a changé aussi tous les projecteurs. Ça a changé aussi en coulisses. On a créé des loges pour les danseuses parce qu'il y a un rythme infernal. Il y a des habilleuses qui sont là et les danseuses passent d'un tableau à l'autre en quelques minutes. On a aussi transformé la couleur du plancher pour que justement les lumières soient meilleures. On a amélioré la technologie et il y a un tableau extraordinaire aussi avec une ancienne championne d'Europe de natation synchronisée, Maureen Jenkins, qui est dans une énorme piscine et qui reste pendant 5 minutes sous l'eau en ne respirant que 3 fois. Et ça, effectivement, c'est presque en apnée. Oui, enfin, elle est sous l'eau. Oui. Exactement. Et ce qui change régulièrement sont les attractions, car Jean-Jacques Cléricault repère des attractions aux États-Unis. Elles viennent en France pour 1 an et elles repartent. D'accord. Ah oui, alors vous l'avez dit il y a un instant sur Sud Radio qu'il y avait effectivement 2 formules, dont une dîner-spectacle. Et depuis 2016, donc le cabaret a formé sa propre brigade de cuisine, c'est ça? Oui, et il y a des cuisines extraordinaires, comme dans un grand restaurant. Ils ont cherché, et c'était indispensable, parce qu'on disait dans les cabarets, on mange mal, etc. Moi, je me souviens d'un Nouvel Ève, où la première, c'était un petit cabaret, où la première, c'était un dîner servi décongelé. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec le Moulin Rouge. Il y a un chef qui est là. Il y a même un coin spécial pour une sorte de menu gastronomique pour 15 personnes. Et sinon, il y a un menu qui est servi à un rythme record. C'est-à-dire que pour combien de personnes en même temps là? Ça fait. C'est 1800 convives en tout sur les 2 représentations chaque soir. Donc ça fait 900. Ça fait 900. Non, mais il y a 500-600 personnes qui dînent tous les soirs parce qu'il y a aussi ceux qui boivent un verre. Oui, c'est ça. Et c'est un ballet, c'est-à-dire qu'on arrive. Et ça vient chaud, ça vient tout à fait. Ah mais complètement, c'est un ballet total, c'est-à-dire qu'on arrive, on s'installe, le maître d'hôtel vient prendre votre commande, elle part, et après les serveurs arrivent régulièrement. Tout est parfaitement réglé puisqu'à 21h, les lumières s'éteignent, l'orchestre qui vous a accompagné s'arrête et le spectacle commence. Ah oui. Alors en tout, plus de 450 personnes officient donc chaque jour dans ce cabaret. Il y a notamment de nombreux artisans d'art. Au sein du Moulin Rouge, il y a des ateliers aussi. Vous les avez visités, Jacques, racontez-nous. Oui, il y a ce qu'ils appellent, ils sont en train de créer un centre des métiers d'art. C'est-à-dire, pendant des années, les artisans qui fabriquaient les plumes, qui fabriquaient les chaussures, avaient pignon sur rue. Et puis, vous savez que les temps sont durs pour les artisans. Et Jean-Jacques Cléricault a eu l'idée, et c'est vraiment ce qu'il fallait faire, de tout racheter pour sauver l'artisanat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... De faire travailler les artisans. La plupart sont installés aujourd'hui au Moulin Rouge. Ils ont construit... Il y avait des appartements qui ont été démolis. Ils ont construit une sorte de tunnel et on arrive dans des salles où il y a des 14 couturières qui revoient les costumes. Nine, qui est une femme extraordinaire qui fabrique les costumes et qui les retravaille. Ouais. Il y a des plumassiers. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une pièce, c'est drôle parce qu'elle donne sur la terrasse où habitaient Jacques Prévert et Boris Vian. Et la Cité Véron. Cité Véron. Voilà. Ouais, et donc, ces filles et ces garçons ils font les plumes. Enfin, ils font les plumes. Il y a 3 tonnes de plumes par an, des plumes de faisan, d'autruche qui viennent d'Afrique.
mécaniques qui sont mises une par une, qui sont vérifiées tous les soirs. Il y a les choses. Et des millions de paillettes, une à une disposées, vous le racontez, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on voit le travail mais c'est un travail de fourmi. Et alors, les costumes, il y a toujours des problèmes. Et ben, tous les soirs, il y a une équipe qui reprend les costumes du lendemain. C'est un travail de titan. C'est un véritable, pour moi, le Moulin Rouge aujourd'hui est un véritable village au cœur de Paris. Et oui, et au cœur de métier très essentiel au bon fonctionnement de ce spectacle, c'est les fameux habilleurs. Ah ben, ça c'est une mécanique totale, c'est-à-dire que tout est réglé comme dans un ballet. Les filles, il y a des coulisses, elles ont des loges, il y a des loges pour les filles et des loges pour les garçons, et à chaque fois, dès qu'elles sortent de scène, le costume suivant est prêt et on le met. La moindre erreur s'affiche en l'air le tableau suivant. Il n'y a jamais eu la moindre erreur. Et oui, en quelques mots, nous n'avons pas eu le temps, il y a quelques instants sur Sud Radio, de parler d'une grande personnalité du Moulin Rouge qui a fréquenté cet établissement, c'est Colette. Oui, l'écrivain. Avant de devenir écrivain, elle était danseuse et comédienne. Et en 1907, on lui propose un rôle dans Scène d'Égypte. Scène d'Égypte, c'est un spectacle assez particulier puisqu'il y a un savant et une momie. Colette, c'est la momie. Elle est allongée par terre et le savant enlève ses bandelettes et elles échangent toutes les deux un baiser. Ça fait scandale. Et ce qui fait scandale, c'est que le savant, c'est Missy, la fille du duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Un baiser entre femmes. Voilà, un baiser entre femmes au Moulin Rouge en 1907. Ça a été un véritable scandale, à tel point que le préfet de police s'en est mêlé, que le spectacle a été interdit dès le lendemain matin et que Colette a été remplacée par un homme. Dis-donc, en fait, Madame Arthur d'un côté, le baiser Colette, c'était pas mal. Avant-garde. Le Moulin Rouge a toujours été en avant-garde de son temps. Jacques VI. Il faut lire ce livre. Eh oui, merci d'être venu dans la culture dans tous ses états. Je rappelle que votre beau livre Moulin Rouge, Paris est une fête est paru aux éditions du Cherche Midi. Il vient tout juste de paraître. En tout cas, c'est une très belle idée de cadeau, chers auditeurs. N'hésitez pas, si vous êtes encore à court d'idées pour des proches. Voilà, et tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.